Bonsoir, les titres de l'actualité à la une. Fièvre hémorragique virale, gouvernement et partenaires s'activent sur le terrain pour freiner l'évolution de la maladie. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur Keïra dans les zones touchées par l'épidémie. Visite de terrain du Premier ministre, chef de gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, s'est rendu dans les laboratoires de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Objectif, valoriser ces centres scientifiques. Page souvenir, 26 mars 1984, 26 mars 2014, 30 ans après, les Guinéens se souviennent de leur premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, père fondateur de l'indépendance guinéenne. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ce n'est plus une nouvelle. Ces derniers temps, la Guinée fait face à une fièvre hémorragique, notamment dans sa partie sud. Les chiffres officiels du ministère de la Santé font état de 87 cas et 65 décès. Dans les zones affectées, notamment à Guékédou et Massanta, le gouvernement et ses partenaires mettent les bouchées doubles pour freiner l'évolution de l'épidémie. Les des soins dans un centre d'isolement et les populations sont sensibilisées au respect des strictes. Sur Keïra nous fait le constat sur le terrain. Situé à l'extrême sud-est de la Guinée, Guékédou fait partie des 4 préfectures de la région forestière qui font face à la fièvre hémorragique Ebola depuis quelques semaines. La préfecture bat le record de la prévalence de l'épidémie avec 47 personnes décédées sur 61 cas. Au nombre des mesures d'urgence enclenchées par le gouvernement, l'implantation de ce centre d'isolement des malades. À son entrée, un impressionnant dispositif d'hygiène. Médecins sans frontières et les services de santé de la région travaillent d'arrache-pied pour sauver les malades. Et normalement, l'origine de ces maladies, c'est les gros chauves-souris, donc ceux qui sont les réservoirs. Donc après, ces gros chauves-souris peuvent infecter des autres animaux et ces autres animaux peuvent infecter directement l'homme par contamination avec du staff médical, logistique et en charge à l'hygiène qui sont protégés et qui donc on donne une thérapie symptomatologique. Donc en fonction des symptômes que les personnes ont, on donne une thérapie spécifique. Si la personne a la fièvre, on donne des antipyrétiques. Si la personne a du vomissement, on donne des médicaments contre le vomissement. Vu qu'il n'y a pas un traitement pour cette maladie, il n'y a pas un vaccin, donc on traite les symptômes pour soulager la douleur. Je suis venu porter le message de compassion et de condoléances du gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les partenaires se sont mobilisés pour apporter tout ce qu'il faut comme moyen de soutien au personnel de santé et aux populations qui aujourd'hui sont en train de subir l'effet de cette épidémie. Le gouvernement a été appuyé en équipement de protection, en solutions de désinfection pour la région forestière. Et j'ai mis en place au niveau de Guéguédou, qui est la zone la plus touchée, une commission multisectorielle qui est composée de tous les partenaires, Médecins sans frontières, les représentants de l'OMS et les personnels soignants. Tous les matins, ils se retrouvent, ils font le point de la situation, ils vont vers les villageois pour les sensibiliser en termes d'hygiène. Pour appuyer ces efforts de Médecins sans frontières, le gouvernement guinéen offre ce lot de médicaments à la région. Il vise surtout à renforcer les capacités des centres de santé et les hôpitaux des préfectures de Guékédou et Kissidougou dans la prise en charge des cas suspects avant leur admission éventuelle au centre d'isolement. Et cela va renforcer l'implication de tout le monde pour juguler très rapidement cette épidémie, car vous savez, les malades deviennent souvent affolés. S'il n'y a pas de médicaments pour les rassurer, ça devient compliqué. Je pense que la meilleure assurance, c'est qu'il y ait le premier responsable du département sur place pour témoigner son soutien et sa compassion. Pour le moment, la sensibilisation demeure le seul moyen de prévention de cette fièvre. Une commission multisectorielle s'occupe ainsi de la diffusion des différents messages. Les populations semblent accéder à ces messages. Bon, actuellement, les populations, quand vous rentrez quelque part, il faut laver la main avant de faire quoi que ce soit, d'être propre et acheter le sirop là. Quand vous puisez de l'eau pour boire, vous mettez un bidon de 20 litres, vous ouvrez le sirop là, son couvercle, vous mettez le plein de ça, vous mettez sur l'eau là, vous laissez après 30 minutes. Maintenant, la famille peut boire. Tout ça là, c'est pour éviter la maladie.
En attendant l'arrivée d'autres matériels et kits de protection pour la maîtrise définitive de l'épidémie, les efforts déployés sur le terrain indiquent une baisse de la tendance évolutive de la maladie et les populations vaquent sereinement à leur occupation. À ce jour, le gouvernement et ses partenaires s'activent sur le terrain pour faire en sorte que la chaîne de contamination de l'épidémie soit maîtrisée et que les populations, n'est-ce pas, de cette région qui subit l'épidémie retrouvent, n'est-ce pas, le sourire. Merci Sourde Keïra pour ce reportage. Face donc à cette épidémie de la fièvre hémorragique virale, l'Organisation mondiale de la santé a remis mercredi un important lot de kits de personnelle autorité. Ces kits sont destinés aux préfectures de Kissidougou, Massanta et Guékédou afin de réduire rapidement la chaîne de transmission de la maladie dans les localités touchées. Komara Moussa, reportage. Pour combattre la fièvre hémorragique Ebola qui sévit actuellement au sud de la Guinée, l'Organisation mondiale de la santé OMS met à la disposition du gouvernement ces kits de protection personnelle. Ces kits sont destinés aux personnels de santé des localités touchées. Ebola est une urgence. Ebola est hautement mortel. Et il faut se prendre à temps. C'est pourquoi dès l'annonce de cette épidémie, ils ont mobilisé tous les partenaires pour appuyer la Guinée en mettant à disposition ce matériel. Ce matériel sert à d'abord protéger l'agent de santé, qui ne soit pas contaminé, et également permettre d'assainir le milieu. Ces kits sont composés de pulvérisateurs, d'antiseptiques, de sacs mortières, de lunettes, de boîtes de sécurité pour les injections et de matériel d'assainissement. L'enveloppe s'élève à 283 millions de francs guinéens. Outre ces gestes, l'OMS mobilise 20 spécialistes internationaux pour la gestion de l'épidémie Ebola. Un engagement qui réjouit les autorités du pays. Aujourd'hui, c'est une joie particulière, c'est un soulagement de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous menons des efforts et que ces efforts-là sont accompagnés, soutenus et avec tout l'engagement de la communauté internationale. Je tiens encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, à saluer l'engagement et le professionnalisme de l'OMS et de tous ceux qui nous accompagnent. Auparavant, gouvernement et partenaires avaient signé ces certificats de cession. Pour l'heure, la fièvre hémorragique Ebola n'est pas encore arrivée dans la capitale. Les préfectures atteintes par l'épidémie sont Kissidougou, Guékédou et Massenta. Dans ces localités, 86 cas suspects ont été signalés, dont 60 morts. L'OMS et autorités gouvernementales demandent aux populations à ne pas céder à la panique. Elles affirment que l'épidémie est sous contrôle. Des laboratoires mobiles sont annoncés ce soir pour être déployés dans la région forestière. À propos, le secrétaire général aux affaires religieuses invite les croyants à observer une journée de jeûne et de prière demain jeudi pour les musulmans et le week-end pour les chrétiens qui observent déjà le carême. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a visité certains laboratoires d'analyse de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Accompagné de quelques membres du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana a constaté les possibilités qu'offrent ces laboratoires, mais aussi l'état de vétusté de certains équipements. Yaya Silla sur le pas du chef de gouvernement. Ici, le département génie civil est la première étape de la visite du Premier ministre, chef de gouvernement. Le laboratoire de matériaux de construction produit des résultats impressionnants aux yeux des visiteurs. Les laborantins expérimentent plusieurs matières qui entrent dans la construction des infrastructures routières et édifices publics. On a réussi à établir la technologie de fabrication au niveau du laboratoire, les briques terre stabilisées. C'est les latérites stabilisées à travers la boue rouge. Et les briques aussi, après la stabilisation, fabrication des briques, on les habille directement avec les carreaux. Ces carreaux sont sur la surface. Après la pose de ces briques, on n'a pas besoin de faire le crépissage et ni faire réellement encore le carrelage. L'objectif c'était de venir visiter les laboratoires, certains laboratoires, voir ce que ces laboratoires sont capables de faire aujourd'hui directement comme service à la communauté, service à la nation en termes de travaux, de contrôle, d'études, et puis voir aussi les déficits afin de trouver les voies et moyens permettant de renforcer ces laboratoires, d'équiper ces laboratoires et faire en sorte que l'université participe plus efficacement par le biais de la ressource humaine, plus efficacement à l'entreprise de développement
pour l'émergence de la Guinée, qui est notre projet, puisque le projet du président de la République. Un autre laboratoire visité par le Premier ministre chef du gouvernement est le laboratoire d'analyse dans le département chimie. Là, un seul appareil d'analyse est installé. Il a coûté plusieurs millions d'euros. Toutefois, le Premier ministre se réjouit des efforts de l'institution de recherche. Nous avons constaté qu'à l'université de Conakry, il y a des laboratoires. Naturellement, il faut le reconnaître, les équipements sont vieillissants, certains même sont obsolètes, mais dans l'ensemble, il y a des ressources humaines capables de nous aider et de nous aider à nous passer de certaines choses qu'on va chercher souvent à l'extérieur. Et certainement, nous allons tirer leçon de tout ça et conseiller au ministre, chaque fois qu'il s'agit d'une commande publique, de faire en sorte que ces institutions de recherche soient impliquées. Pas peut-être en tant que fournisseur direct, mais en tant que facilitateur pour que nous apprenions à consommer les produits guinéens. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a célébré l'année dernière le cinquantenaire. On en vient maintenant à l'actualité économique avec cette visite des opérateurs économiques italiens chez le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Au centre de la rencontre, discuter des opportunités d'investissement en Guinée. Compte rendu d'audience Alassane Diogobari. L'opérateur économique italien évolue entre autres dans la production du ciment, le transport maritime, l'énergie renouvelable et les mines. L'arrivée en Guinée de ces opérateurs économiques italiens est le fruit du dynamisme de l'ambassadeur de Guinée à Rome, Mamadi Condé, dont l'effort de promotion de notre pays en Italie a permis d'attirer l'attention de ce groupe italien sur les avantages liés à investir en Guinée, un pays qui effectue beaucoup de réformes visant à attirer les capitaux étrangers. La Guinée, c'est un pays très important, pourquoi il y a tous les matériaux primaires et nous, en travaillant dans ce secteur, nous sommes une famille privée qui travaille dans le secteur industriel, ciment, plastique, entreprises minéraires et la Conakry, c'est une bonne possibilité et le gouvernement, il a donné toutes les possibilités pour faire ça. Le secteur important dans ce moment pour nous en Guinée, c'est le minéraire. Nous sommes à la recherche de nouvelles minières de fer, bauxite, cuivre. Et nous sommes intéressés à faire des investissements ici. C'est important dans ce moment. Que l'économie patine en Europe, l'Afrique, elle, offre des opportunités de croissance et d'investissement, précise le ministre des Finances. La Guinée, principalement, possède 3 avantages comparatifs, les mines, l'agriculture et l'énergie. 3 secteurs qui attendent des fonds d'investissement pour se développer. Guide de la société civile pour sa contribution à la bonne gouvernance dans le secteur extractif en Guinée, c'est le nom d'un document élaboré pour régulariser les relations entre la société civile, les sociétés minières, l'État et les communautés. C'est une œuvre réalisée en collaboration avec Revenu Watch Institute et Osiwa. Compte rendu, Mohamed Sanko. Les sociétés minières évoluant en Guinée ne respectent toujours pas le code minier qui caractérise pourtant leur fonctionnement. Un guide a été élaboré pour permettre à la société de corriger tous ces dysfonctionnements. C'est un document de 25 pages avec indiquant les différentes phases de l'exploitation minière depuis la décision d'extraire le minerai jusqu'à l'investissement durable. Ce en la communauté peut en tirer, la gestion transparente des revenus et la gestion de 25. C'est vraiment de dire il faut prendre une partie sur le secteur extractif parce que c'est un secteur en Guinée très important et parce qu'il y a beaucoup de mettre en évidence. L'élaboration du guide est financée par Revenu Watch Institute et Osiwa pour aider à la gestion cohérente des revenus miniers en Guinée. Pour que la société civile puisse jouer son rôle de veille, il est important pour elle d'avoir des outils pour bien suivre tout ce qui se fait dans ce secteur et surtout participer au débat. Les organisations de la société civile guinéenne sont désormais outillées pour effectuer leur mission de plaidoyer en faveur des communautés qui abritent les concessions minières. Ce guide aujourd'hui est devenu un outil qui va permettre aux acteurs de la société civile guinéenne de prendre en compte toute cette réglementation existante et de savoir les points sur lesquels
la société civile peut entrer, faire son plaidoyer et représenter les communautés dans le cadre de l'exploitation minière. L'objectif à terme est de maximiser davantage les recettes minières qui sont passées de 218 millions de dollars en 2002 à plus de 380 millions de dollars en 2012. Des responsables de l'ONG internationale Plan, ils vont se pencher sur les grandes orientations de l'organisation et explorer des voies pour que l'ONG soit plus efficace. Avec le principal combat, l'accès des jeunes à l'éducation, particulièrement les jeunes filles. Des précisions en images, Momoda. Plan des responsables de l'organisation viennent du monde entier pour échanger sur les atouts et faiblesses de l'organisation. Ensemble, ils discutent des grandes orientations et priorités, notamment l'accès à l'éducation des jeunes filles. Dans tous les pays, chaque fois que par exemple que deux garçons terminent le baccalauréat, peut-être il va trouver une fille qui termine. Alors comment est-ce que nous pouvons faire pour réduire l'écart entre les filles et les garçons? Ça c'est une priorité parce que nous voulons qu'à la fin, que 100% des filles puissent passer au baccalauréat et que 100% des garçons puissent passer et que nous ayons une certaine parité. Organisée par le Bureau Afrique de l'Ouest de Plan, qui regroupe 12 pays de la sous-région, cette rencontre de Conakry permet aussi d'échanger des expériences et partager les bonnes pratiques entre les antennes de Plan à travers le monde. Cette rencontre est très intéressante. Ça nous permet d'avoir, disons, les mêmes idées, de partager les expériences et de voir comment conduire le futur pour cette organisation. Donc, au sortir de ces rencontres, nous aurons une même compréhension de là où l'organisation veut aller et je crois que ce sera très positif pour l'ensemble des participants. À travers cette rencontre, de nouvelles mesures devraient être envisagées pour mieux coordonner les activités de Plan et favoriser l'accès à l'éducation pour des milliers de jeunes. Et puis, tenue à Kindia de l'Assemblée générale de l'intercollectivité, l'action s'inscrit dans la politique de décentralisation adoptée par le gouvernement guinéen. Une politique qui consiste à la mise en place de l'intercollectivité en vue de favoriser les actions de développement pour ces communautés. Explication, Ibrahima Keïta. Faire de la décentralisation la base du développement au profit des populations, la démarche est amorcée pour assurer un développement socio-économique à la base. Si cette approche est bien perçue par les collectivités, Kindia se démarque à travers une politique d'intercollectivité initiée depuis quelque temps déjà. Cette politique qui touche les 10 collectivités de Kindia se pose comme un cadre d'identification et d'exécution des projets de développement. Nous faisons un bloc afin que nos problèmes communs, difficiles à résoudre, soient résolus par l'ensemble des collectivités dans une unité et dans une symbiose parfaite. La présente Assemblée générale ordinaire a donc permis aux participants d'évaluer l'exécution des différents projets, une démarche participative qui a pu identifier un certain nombre de projets pour 2014. L'insertion socio-professionnelle des jeunes, par leur accompagnement à travers un fonds qu'on a appelé le fonds intercommunal d'appui aux initiatives des jeunes. Il y a également la mise en place des services publics de l'eau, donc pour servir l'eau à nos populations, qui a une compétence propre des collectivités. Au vu des résultats de cette Assemblée générale ordinaire, l'intercollectivité devient incontestablement un chemin sûr pour la réussite rapide de la politique de décentralisation, une démarche que les autorités au plus haut niveau du pays appuient sans réserve. Page souvenir, 26 mars 1984, 26 mars 2014. Cela fait 30 ans jour pour jour que le président Ahmed Sékou Touré fut rappelé à Dieu. À l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de sa mort, un vibrant hommage lui a été rendu ce matin par le peuple de Guinée lors de la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faisal. Le récit de l'événement avec Yaya Silla. C'est dans une grande ferveur religieuse que le peuple de Guinée, à travers le gouvernement guinéen, a célébré la journée du 26 mars, date anniversaire du rappel à Dieu du feu président Ahmed Sékou Touré. Ici, dans la capitale de Conakry, les familles politiques et biologiques d'Ahmed Sékou Touré, les membres du gouvernement, ainsi que des sympathisants ont assisté à la lecture du Saint-Coran. Ahmed
Ahmed Sékou Touré fut un panafricaniste convaincu et un négociateur hors pair pour la paix au service de la Oumma islamique. La Guinée est l'un des premiers pays à rejeter le colonialisme. La Guinée, sous la direction du président Ahmed Sékou Touré, a amplifié la lutte contre l'apartheid. Dans la salle, que soit salué l'illustre représentant de l'Afrique du Sud, dernier territoire libéré du joug de l'apartheid pour faire de l'Afrique une Afrique entièrement indépendante. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a demandé, avec les membres du gouvernement, de venir le représenter à cette cérémonie commémorative du 30e anniversaire de la disparition de feu Ahmed Sékou Touré, pour transmettre sa solidarité à sa famille et à l'ensemble du peuple de Guinée. Comme vous le savez aussi, feu Ahmed Sékou Touré fut un grand homme. Et les grands hommes ne meurent jamais. D'abord parce que pour ce qu'ils ont fait durant leur vie, leur taux d'utilité sociale, que le peuple les reconnaisse après leur mort. Ensuite, par le fait que leur exemple inspirera toujours d'autres personnes. Nous voulons donc à cet instant prier Dieu que son âme repose en paix, prier Dieu qu'il entoure de sa bénédiction sa famille, la veuve André Touré, ses enfants Mohamed Touré, Aminata Touré, ses frères et sœurs, et qu'il étende cette bénédiction à l'ensemble du peuple de Guinée. Des années après sa disparition, le président Ahmed Sékou Touré continue à vivre encore dans les... Certains se souviennent de l'homme qui a rejeté le colonialisme dans ce pays. Les propos sont recueillis par Mamadi Gassama. De l'indépendance de notre pays, qui a donné à ce pays, ce n'est pas simplement l'indépendance, mais une véritable souveraineté et la réhabilitation de l'homme guinéen, de l'homme africain tout court. J'ai un sentiment de joie, de fierté et de voir combien encore on célèbre ce grand homme en Guinée. Le sens de la dignité de l'homme, je crois que c'est l'héritage le plus précieux que nous avons, que nous devons préserver, que nous devons capitaliser. Pour marquer donc ce 30e anniversaire de la mort de l'homme du 28 septembre 1958, les membres du parti PDG-RDA et sympathisants ont organisé une soirée culturelle en sa mémoire. Une manière de rendre hommage au père fondateur de l'indépendance guinéenne, Mamadi Gassama. PDG-RDA se souviennent encore du fait président Ahmed Sékou Touré. Ce rappel est célébré aujourd'hui sous forme de manifestation culturelle au Palais du Peuple, une retrouvaille qui a mobilisé l'ensemble des artistes des orchestres nationaux. Ce soir, nous organisons la soirée culturelle pour magnifier réellement à cette jeunesse guinéenne la gratitude dans son combat d'épanouissement, dans son combat du développement socio-culturel de la nation guinéenne. Le combat de Ahmed Sékou Touré pour le rayonnement de la culture guinéenne est aussi magnifié à cette occasion. Ce secteur de la vie sociale a occupé une place de choix dans sa politique pour accroître le prestige de la Guinée et renforcer l'harmonie dans le pays. C'était un homme de culture, il a toujours été dans notre pays. Chaque année, on avait les quinzaines artistiques nationales qui étaient organisées dans ce pays. Ça couvrait toute la nation guinéenne. Toutes les fédérations venaient ici à Conakry pendant 15 jours. C'était des ballets, c'était des orchestres modernes qui jouaient, c'était des pièces de théâtre qu'on jouait. La JRDA a été constituée un 26 mars 1959. Le départ physique du président Ahmed Sékou Touré coïncide à cette date qui est aussi une naissance, la naissance de la jeunesse, donc le renouveau perpétuel. Donc c'est pour célébrer le double symbolisme que le 26 mars représente pour nous que la jeunesse de la révolution démocratique africaine, l'aile marchande du Parti démocratique de Guinée, a décidé de dédier cette soirée à toute la jeunesse guinéenne.
Arrivé au pouvoir à l'âge de 36 ans, le fait Ahmed Sékou Touré avait au cours de son règne réussi à séduire ses pairs de l'Afrique. Une réussite due à son engagement et à sa détermination pour la cause du continent africain. Hors de nos frontières, écho du Salon du Livre à Paris, la capitale française. Outre l'exposition, les fondateurs d'universités à cette rencontre internationale ont également ficelé des contrats avec des éditeurs pour permettre aux Guinéens d'avoir la culture de la lecture. Makale Souma, envoyé spécial à Paris. En Guinée, la lecture n'est pas encore chose facile. Le manque de bibliothèques, même dans les écoles, complique encore plus les choses. Au Salon du Livre de Paris, certains fondateurs d'universités sont venus négocier un certain nombre de choses en vue de changer la donne. La chance que nous avons aussi dans ce salon, c'est la rencontre directe avec les éditeurs et puis aussi les auteurs. Donc nous profitons au maximum de ce salon. Pour beaucoup, si la lecture n'est pas encore intégrée dans le comportement quotidien du Guinéen, c'est parce que les livres coûtent cher dans les librairies. Nous travaillons directement avec les éditeurs francophones, ce qui nous permet de commander directement les livres à la source pour pouvoir les mettre à la disposition du public à un prix très modéré. Nous apportons une culture orale à une culture qui n'est pas nécessairement écrite. Donc il faut faire la sensibilisation pour amener les jeunes, pour amener les hommes et les femmes à aller vers la lecture, vers le déchiffrage de ce qu'ils disent. Amener les Guinéens à lire en jouant sur l'accessibilité, mais surtout sur le prix des livres, a été le but de ces partenariats et de ces différentes négociations à Paris. En tout cas, éditeurs et vendeurs comptent bien ficeler des projets fiables en la matière. Actualité environnementale à présent, comment intégrer la problématique du changement climatique dans les plans de développement des zones côtières, une préoccupation du projet renforcement de la résilience et adaptation au changement climatique des zones côtières. Pour la réussite donc du projet, une campagne d'information et de sensibilisation est organisée à l'intention des responsables locaux de la zone côtière. Nabi Kamara pour des précisions. D'ici 75 ans, le niveau de la mer augmentant de plus de 80 cm de hauteur, nous enregistrerons une perte de plus de 30% des terres agricoles en front des mers. Les cultures dans les zones côtières seront gravement affectées par ce phénomène dû au changement climatique. C'est en cette que les scientifiques mettent en garde l'humanité face à la perturbation pluviométrique persistante depuis un certain temps. L'information et la sensibilisation des décideurs, mais aussi des planificateurs par rapport aux enjeux du changement climatique s'imposent. Le projet renforcement de la résilience et adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques des zones côtières vulnérables de la Guinée œuvre justement dans ce sens en regroupant les responsables locaux des zones côtières guinéennes relevant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agit de les amener à comprendre que l'intégration de la problématique des changements climatiques dans les plans de développement locaux doit les préoccuper dans leur prise de décision. Il faut absolument que le projet intervienne pour leur faire comprendre que si des plans de développement local sont élaborés au niveau des communes et qu'on ne tienne pas compte des changements climatiques, il y a de grands problèmes qui se poseront. C'est ce ministère qui réunit les communautés à la base. Et ce sont ces communautés qui sont très vulnérables et qui vivent dans ces sites. C'est pourquoi ces communautés ont besoin d'être sensibilisées pour mieux accepter les mesures d'adaptation qu'elles proposent et qui sont proposées ailleurs. Le plan d'action national d'adaptation au changement climatique en cours dans notre pays se fixe comme but d'exposer les mesures urgentes et immédiates à entreprendre pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Chapitre religion, d'abord la savane guinéenne, première étape de la tournée d'éducation et de sensibilisation du président de Nourdine Islam, Elhadj Souleymane Sidibé. L'enseignement de l'islam, la promotion de la paix et de l'unité nationale sont les principaux messages véhiculés par le cheikh lors de ces rencontres à caractère religieux. Mohamed Alpha Baldi. Sa présence dans une localité est souvent synonyme de grande mobilisation populaire.
grand défenseur de l'islam, le président de Nourdine Islam, El Hadj Souleymane Sidibé, est en tournée dans la région de la Savane. Bisikrima, Dingira et Daboula sont les premières étapes de ce périple national. Objectif, promouvoir les vertus islamiques, prier pour la paix et l'unité, mais aussi implorer la grâce divine pour que des malades retrouvent leur santé. Je suis là pour vous parler de l'islam, comment vous devez vous comporter dans la société. Je vais aussi faire des bénédictions pour tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés économiques et physiques. Je prie pour vous afin que Dieu améliore votre situation. Nous prions aussi pour que la paix règne dans notre pays. Partout, les populations soutiennent l'initiative. Pour elles, la paix et l'unité. Il a dit aux femmes de respecter leur mari. Il a dit aux enfants de respecter leur papa. Il a dit aux hommes de respecter les femmes. On comprend ici que les Guinéens doivent s'unir. Sans l'union, rien n'est possible. Dans ce pays, il n'y a pas de Pouel, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de souci, il n'y a que des Guinéens. On doit s'unir. Parce que quand on prend un adage Malinké qui dit qu'un doigt ne peut pas prendre un caillou. Donc on doit s'unir. Ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Prochaine étape de la tournée, l'abbé Mamoun, avec les mêmes messages, la paix, l'unité nationale et la promotion des valeurs islamiques. Et puis Forcaria, où s'est tenue une cérémonie de lecture du Saint-Coran, une initiative des fidèles musulmans de la localité pour traduire leur reconnaissance au président de la République qui a bien voulu renouveler sa confiance à un fils du terroir, Gassama Mamadi. Durant 3 jours, la grande mosquée de Forcaria a été prise d'assaut par les fidèles musulmans venus du centre et des différentes contrées de la préfecture. Cette retrouvaille des fidèles musulmans autour du Saint-Coran traduit leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a renouvelé sa confiance à un fils du terroir pour la coordination des actions gouvernementales. Confirmer Mohamed Seyd Fofana au poste de Premier ministre a beaucoup plu aux populations de Forcaria. Pour ce faire, nous prions Dieu afin qu'il guide le président et son gouvernement. C'est une initiative à saluer parce qu'on dit chez nous dans les villages que quand quelqu'un vous fait du bien, si vous ne voulez pas le lui payer, vous devez le lui reconnaître. Et c'est ce que la population musulmane de Forcaria est en train de faire. Un rendez-vous religieux qui a permis aux fidèles musulmans de Forcaria de débattre des questions de paix et de coexistence pacifique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens.